parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Heureux de vous retrouver en ce mercredi matin. Bienvenue si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Radio Espace. Vous nous regardez également sur Espace TV tous les matins désormais, évidemment. Merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous rejoignez à l'international. Mesdames et messieurs, plusieurs moyens s'offrent à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce que je vous recommande fortement d'ailleurs. Hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, ça se passe là, évidemment. Le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission Les GG avec vous jusqu'au port de 11h pour votre plus grand bonheur. Pour la présidentielle d'octobre prochain, il est l'un des challengers donc d'Alpha Condé, fort de plusieurs années d'expérience cumulées en affaires. Il abordera, il le dit ce matin Tamba, au moins pour la 3e fois, les couleurs de la nouvelle génération pour la République pour tenter d'évincer Alpha Condé. Abessila, puisqu'on parle de lui, candidat de l'énergie et grand zélateur d'un modèle libéral, veut compter évidemment sur son candidat et pas que, malgré donc un fichier électoral et un environnement institutionnel qui semble en avoir découragé plusieurs. Et quelle appréciation fait-il du processus électoral global et par quoi compte-t-il séduire l'électorat guinéen? À monsieur Abessila, président de la NGR, il est notre invité de parcours ce matin. Merci encore une fois de nous choisir d'autres sujets, évidemment, viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des GG avec vous. Bonjour Tamba Zakari Milimono. Mais pourquoi Lamine? Pourquoi quoi? Pourquoi? Tu sais de quoi on parle? Bonjour. Bonjour, bienvenue. Ouais, merci. Voilà. Bonjour Jacques Lévalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Il est vraiment bizarre ce garçon. Je rigole d'avance. Bonjour. Bah oui, quand t'en sais beaucoup. Voilà. Bonjour Ahmed, comment ça va ce matin? Écoute, ça va très bien. Je voudrais juste, avant que mon petit camarade intervienne, donner un dicton à certaines personnes. Il est dit que impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. C'est un message personnel. Bien, Ahmed Kourouma. Voilà. Bonjour, bonjour Roby. Non, mais, le mélange Tamba Zakari et Jacques Léois ce matin, ça me fait rire. Les deux sont de la même région, mais vous êtes tous de la même région, les gars. C'est le côté. Les deux sont de la même ville, oui, mais ils sont toutes contraires vêtus aujourd'hui. Entre l'autre habillé en forestier et l'autre habillé en complet tout bab, ça va vraiment bizarre. Ouais. En fait, ça fait un mélange. Dissonante. Non, ça fait un mélange entre l'autre qui a réussi. C'est vrai que. C'est comme ça on dit dans ce groupe. En fait, il y a cette histoire, Lamine, si tu permets. C'est un monsieur. C'est un monsieur qui a divorcé. Enfin, sa femme l'a abandonné parce qu'il avait rien du tout. Oui. Et puis, il rencontre mon père un jour au volant de la voiture. Il court devant la voiture. Il dit, pasteur, je vais te parler. Et puis, mon père, il s'arrête. Papa est directeur d'un institut biblique à Kissidougou. Alors, il dit, directeur, il faut que tu m'aides. Ouais. Papa, il dit, mais mec, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il faut que tu me donnes une cravate, que je me sape. Comme ça, quand je sortirai devant elle, elle va comprendre qu'elle a perdu un vrai monsieur. Et Jacques est en cravate ce matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la maison, mais il a mis une cravate, on va fouiller. Je suis parti de là-bas, c'est elle qui a mis. Voilà. Jacques Lévalino. Allez, on parle de la présidentielle ivoirienne ce matin, mon cher. Absolument, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, tous finalement leur candidature a été annulée, mais bien évidemment ils comptent pas rester là. L'ancien président de l'Assemblée nationale d'ailleurs qui s'est fendu dans une déclaration où il a fustigé le comportement du président de la Cour constitutionnelle en disant de lui que c'était un homme de confiance, c'était un collaborateur. Donc, il comprend pas son attitude, il est déçu de lui, mais de cela il va quand même faire play en saluant sa famille et tout ça et en disant quand même sa grande déception. Donc que va-t-il se passer? En tout cas, la Cour de la CEDEAO annule bien évidemment le refus de la candidature de Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo
peut-être que les choses vont changer, mais pour l'heure, le gouvernement n'a pas encore réagi et donc on attend de voir. Ouais. Hier, on a aussi quand même ce communiqué, évidemment. Une petite victoire quand même, Ahmed Kourouma. Hein. Ah, mais est-ce qu'on peut dire qu'on lui a porté chance à Guillaume Soro? On peut le dire. Peut-être. Hein. Les grands gars. Non, c'est une décision. Alors pour une fois, vraiment, on a tellement de mauvaises nouvelles qu'il faut pour une fois saluer le courage de la CEDEAO qui a su prendre des risques et voilà, et se prononcer en faveur de Guillaume Soro. Moi, je suis pas pour ou contre. Je constate simplement que pour une fois, la CEDEAO a pris des risques. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, voilà. Jacques, la Cour africaine, plutôt. La Cour africaine, c'est important. Allez-y, Jacques. Maintenant, il faut voir comment la décision va être acceptée au niveau local, parce que c'est une juridiction internationale, donc supranationale. D'une certaine façon, si la Côte d'Ivoire a souscrit à cette cour-là, je crois que c'est le cas pour tous les pays africains comme le nôtre. Et il va falloir à un moment donné, pour avoir la bonne image à l'international, accepter quand même que cette décision s'impose n'est-ce pas, aux autorités ivoiriennes. Parce que pourquoi on en est arrivé là? L'exclusion, je crois que c'est ce qu'on dénonce. Il y a que les politiques s'engagent pour aller aux élections, et avant qu'on arrive, n'est-ce pas, à 2010, et qui a vu l'élection de Alassane Ouattara dans les conditions qu'on connaît, on dénonçait déjà l'exclusion. Si le même remet l'exclusion au goût du jour, il va falloir quand même attirer son attention pour dire, bon, ce que vous êtes en train de faire peut revenir encore sur la scène et être un objet de crise pour la Côte d'Ivoire. Je pense que ça va s'entendre. Comme ça, il y a possibilité, puisqu'il est candidat. De toutes les façons, la Cour constitutionnelle de la Côte d'Ivoire valide sa candidature. Ça veut dire qu'il peut compétir valablement avec les autres. Maintenant, s'il dit, bon, moi, je ne veux pas d'adversaire, comme en 2015, parce qu'il n'en avait pas en 2015. C'est une coalition qu'il a accompagnée. En face, il y avait le seul Pascal Affi-N'Guessan. Est-ce que cette année, et c'est bien calculé, Pascal Affi-N'Guessan, sa candidature ne suscite aucune interrogation, malgré les dissensions au sein du Front populaire ivoirien. Lui, il l'accepte parce que c'est un candidat battable, c'est le candidat idéal. Et maintenant, les autres qui ont quand même une certaine notoriété, il faut tout faire pour les écarter. Je pense que tout simplement, il y a matière à dénoncer ce qui arrive. La dernière des choses, là je parle de la candidature de Gbagbo, je me pose seulement des questions, parce que c'est le FPI qui a déjà un candidat. Gbagbo vient avec aussi le FPI. Bon, c'est vrai, la Cour africaine des droits de l'homme peut prendre une telle décision, mais à l'interne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va aller avec deux candidats du FPI à l'élection présidentielle? C'est une question que les juridictions ivoiriennes doivent c'est une bataille interne, ça c'est une bataille interne. Affi-N'Guessan peut désister. Affi-N'Guessan peut désister en laissant Laurent Gbagbo se présenter au cas où il rentrait. À l'interne, ça peut se faire. En fait, pour finir, l'intérêt de ça, en fait, c'est qu'il faut en finir avec ces vieux crocodiles qui éliminent par le truchement de la loi leurs adversaires potentiels. Ça, c'est insupportable. C'est en cela que je salue vraiment ce matin la décision de la Cour internationale des droits de l'homme africaine. Voilà, chapeau, bravo. Attendons de voir. Attendons. Il ne faut pas crier victoire très tôt. Allez-y, mon cher Tamba. Absolument, Lamine, tu fais bien de dire qu'il ne faudrait pas crier victoire tout de suite, parce qu'il y a quand même une série de considérations à ne pas perdre de vue. Premièrement, c'est qu'il s'agit de dire qu'il y a quand même, on peut observer une certaine coïncidence, j'ai envie de dire, entre la décision du Conseil constitutionnel avant-hier de rejeter les candidatures de Soro et des autres, et puis hier, cet acte pris par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est quand même, ça arrive plus ou moins au même moment, ce qui arrive. Alors, on en discutait tout à l'heure, entre la Constitution, donc les lois nationales, et puis les ordonnances, les arrêts découlant d'une telle juridiction, laquelle va primer en l'espèce en Côte d'Ivoire. Moi, je dis, les juristes pourront nous éclairer un peu plus là-dessus les jours à venir. De toute façon, il y aura suffisamment de production là-dessus. Mais il y a quand même une série d'éléments qu'on peut rappeler maintenant. Mars 92, la Côte d'Ivoire ratifie cette charte-là, la charte liée à la création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est donc elle souscrit. Et en 2004, parce que 92, on signe, 2004, la même Côte d'Ivoire vient ratifier le protocole lié à cette charte-là. Et grâce à ce protocole, elle reconnaît
en 2013, plus loin, elle reconnaît la compétence de la Cour pour statuer de questions touchant justement aux questions nationales en Côte d'Ivoire. Et c'est à ce titre, effectivement, que la Cour a siégé. Mais il faut rappeler qu'en avril 2020, on a également suivi cet épisode-là. En avril 2020, la Côte d'Ivoire a déposé, toujours sur ces questions de Guillaume Soro, vous vous rappelez, la Cour avait déjà réagi contre une décision ivoirienne sur Guillaume Soro, cette condamnation dont on parle, et en réaction à cela, la Côte d'Ivoire avait déposé tous les instruments juridiques nécessaires pour obtenir son retrait de cette Cour. Donc, c'est important de rappeler cela. Toutefois, avant donc, disons un mois avant, Guillaume Soro, qui s'était retrouvé d'avance exclu, a déposé une requête auprès de cette même Cour avec ses deux avocats. Vous connaissez Afoussi Bamba et l'autre, qui est avocat au barreau d'Abidjan, Afoussi du côté de la France. Et donc, ils ont déposé cette requête-là. La décision, désormais, elle est connue. Mais, j'oublie pas, il y a pas mal de décisions comme ça qui sont prises par des juridictions supranationales qui ne se sont pas imposées aux États. En l'espèce, on peut se dire, quand on a souscrit à une convention internationale, elle va s'imposer à nous. Mais on connaît par habitude la nature de nos États. Ils deviennent très souverainistes dès qu'il y a une décision qui leur est défavorable. Et à ce moment, on va dire, écoutez, on n'est pas obligé de nous y plier, même quand on sait. Dans le cas guinéen, par exemple, la Guinée, avec la CEDEAO sur la charte africaine de la démocratie, on sait ce qu'il en est. Mais la Guinée, là, bon, le président de la République... a été goûté tout simplement. Mais c'est des questions de procédure. Il fallait quand même s'y plier en parlant d'alternance, de démocratie. Ça, c'est un des engagements. C'est important. Et même toucher aux constitutions, il y a des observations par rapport à cela. On ne touche pas à une constitution pour se maintenir, à moins d'avoir des raisons suffisantes et suffisamment accompagnées par le peuple. On n'a pas à aller toucher à une constitution. On sait ce qu'il en est en termes d'engagements internationaux pour la Guinée. Mais on est allé au-delà de cela. Et on se retrouve dans une situation, moi j'ai pas envie de rêver. Guillaume Soro est en France, Laurent Gbagbo est où il est. Je ne vois pas Alassane Dramane Ouattara plier tout de suite devant une telle juridiction. Lui qui se présente désormais, lui qui se veut désormais patron des présidents ouest-africains. Hein? Donc je ne vois pas qu'il veuille comme ça se plier sur un calcul qu'il a planifié depuis plusieurs années. Et ce dîner, à mon avis, conforte un peu la position que je suis en train de soutenir. Ce dîner avec Emmanuel Macron, il y est sorti le bec dans l'eau, on pourrait ainsi dire, parce qu'il attendait gros de la part d'Emmanuel Macron, un véritable accompagnement de sa part, sa bénédiction, pour pouvoir aller à ce troisième mandat. Il ne l'a pas obtenu. Oui. Il y est sorti. D'indiscrétion, on nous dit, il l'aurait dit depuis sa chambre d'hôtel en discussion avec ses compagnons, il aurait dit, ça ne se passera pas comme ça. Oui. Et puis vous avez vu le discours d'Abidjan, plus loin. Il l'a rappelé la dernière fois. Voilà, donc je ne vois pas Ouattara plier devant la petite cour africaine. On verra bien. Je ne vois pas. Je dis devant la petite. C'est son droit. Elle n'est pas petite. Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà. Qui vous inspire-t-il, mon cher ami? Je trouve que les institutions africaines, qu'il s'agisse de celles qui sont sur le continent, continental ou sous-régional, eh bien, elles ont du mal à se faire respecter. Elles souffrent d'une question de respectabilité, parce qu'elles ne sont pas du tout conformes. De crédibilité peut-être. Oui, de crédibilité aussi. Elles ne sont pas conformes avec les textes qui les fondent. Du coup, elles ne sont pas aussi indépendantes que l'on ne pense. On parle de flexibilité. Exactement. Eh bien, quand vous prenez par exemple l'Union africaine, vous vous rendez bien compte, je ne vais pas revenir sur les critiques qui sont déjà connues au sein de l'opinion, à savoir que c'est un syndicat des chefs d'État, y compris ceux qui sont démocrates, qui respectent les textes de leur pays, et ceux qui s'accrochent au fauteuil présidentiel. Donc les décisions, on a l'impression qu'elles sont prises ailleurs et qu'on nous les impose. C'est dicté. Exactement. Parce que l'institution n'est pas indépendante financièrement. Elle n'est pas indépendante économiquement. Vous vous rendez compte? Et même les organes qui sont une sorte de constellation autour de l'Union africaine,
qu'il s'agisse comment on appelle, de cette Cour africaine des droits de l'homme, eh bien, les nominations même au sein de ces organes qui doivent avoir une certaine indépendance, qui doivent avoir une certaine ligne de conduite départie complètement de la volonté des chefs d'État et qui sont en Afrique, eh bien, cette indépendance n'y est pas du tout. Il y a une sorte de compromis qui existe entre les différents chefs pour dire ben, cette fois-ci laissez mon gars là passer, lui il est bien, mettez-le à la tête de la cour là, il peut. C'est vrai. Donc voilà, même dans les nominations il n'y a pas de crédibilité. C'est juste incroyable. Donc du coup, une telle institution dans les textes c'est fort, dans les textes ça envoie à de grandes notions juridiques, mais dans les faits c'est petit. C'est pourquoi je suis tenté de donner raison au dernier pan du développement des propos de Tamba. Alors vous avez une telle institution, Cour africaine des droits de l'homme, Lamine. Est-ce qu'il y a une question majeure relative aux droits de l'homme que la question de l'esclavagisme noir en Libye? Non. Il n'y en a pas. Non. Ça existe. Combien de compatriotes, combien d'Africains sont enfermés, entassés? Ça nous rappelle nos cours d'histoire sur les déportations du côté de l'Atlantique, du côté de Dakar. Mais vous avez l'impression qu'on revit la même chose. Mais la Cour africaine des droits de l'homme existe. Je ne parle pas de ces crimes politiques qui sont commis, ces enlèvements, ces opposants qui sont emprisonnés, qui sont tués. La Cour africaine des droits de l'homme aurait pu lever la voix ou donner suite aux décisions qu'elle prend. Donc moi je me dis, mais il faut aussi rappeler rappelle quand même qu'il y a quatre activistes anti-esclavagistes qui sont morts avant-hier au Mali. C'est important de le dire. D'accord. Mais voilà donc moi ce que je trouve. Je trouve que par principe, c'est normal que cette cour ait agi ainsi, pour être conforme avec les textes qui la fondent. T'as envie de dire la forme, en fait. Exactement, pour la forme. Mais dans les faits, ça ne peut pas. Et le dernier point de mon développement, je finis rapidement, c'est que Guillaume Soro aurait pu, parce que Laurent Gbagbo, c'est moins sûr. Lui, je pense que même si on lui demande, il aurait dit non, ça ne m'intéresse pas, cette présidentielle-là. Parce qu'on le voit. Il a déposé son dossier, non? Oui, mais écoutez, Si. Laurent Gbagbo, je sais de quoi je parle. Il a une sorte de... Il y a toute une équipe autour de lui, mais l'éléphant lui-même est fatigué. Il a la tête ailleurs. Il est dans autre chose. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas, il comprend pas le choc. Il est épuisé. Il ne comprend pas le choc que la vie a bien pu lui donner. Mais autour de lui, il y a une équipe qui travaille. Il y a ces Gbagbo ouriens, ces Gore qui ont été à l'origine du dépôt de la candidature de Kudo Laurent Gbagbo en dépit de celle de Afin Guessa. Mais ça ne pouvait pas prospérer. Mais Guillaume Soro, lui, il y a encore du jus. Il y a encore une certaine... il est jeune, il y a une énergie. Donc lui, il aurait pu être un peu plus diplomate. Je pense que le péché mignon de Guillaume Soro, c'est son côté à déroyer à chaque fois. Sa candidature aurait pu faire l'objet d'un accord politique avec ça n'aurait jamais accepté. Si on est en politique. Il n'est jamais en position d'accepter. Ça me rappelle. Si on est en politique. Ça me rappelle. Lamine. Oui, il n'est pas bête. Même lorsque en politique, il faut il a dit. Il est en politique comme les crocodiles. Je dors avec un œil ouvert. Car j'ai plus peur de mes amis que de mes ennemis. Je pense que Guillaume Soro aurait pu mettre sur la table sa question de candidature autour d'une sorte d'accord politique discret. Mais il aurait perdu sa crédibilité auprès de son électorat. Mais quand vous faites cela et que derrière, vous savez l'objectif que vous êtes assigné. Vous savez l'objectif. Combien de fois des politiques vous ont tendu la main, après ils vous ont pris le bras après? Combien de fois? Mais là, il aurait dû attendre. Non, écoutez, faut faire attention. Faut faire attention. Les compromis en politique sont parfois de nature à te décrédibiliser auprès de tes militants. Attention, il y a un revers de la médaille. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, on critique ses loups, ses positions, c'est une raison. Je finis un compromis qui consiste à garder quand même à l'esprit l'objectif que vous êtes assigné, juste à permettre que vous puissiez avoir une candidature acceptée. Je pense que c'est pas un compromis qui pourrait jeter il est encore jeune, comme vous le dites, sur votre crédibilité. Moi je trouve que ce côté-là, il est à revoir dans l'approche politique de Guillaume Soro.
on ne guerroie pas sur tout. Non. Certaines, les contextes s'imposent à nous, et à un certain moment, il faut. En même temps, il devient l'animal à battre. Justement, il faut lire de manière vice-versa cette situation. Guillaume Soro est encore jeune. Alassane Ouattara, même s'il briguait ce prochain mandat, je pense pas qu'il en ait plus de 5 ans au pouvoir. Et Guillaume Soro, non, je dis, il en est plus de 5 ans. Son âge quand même le dit. Il va pas, après 5 ans, c'est la béquille, il va pas quand même nous dire encore qu'il est encore candidat. On n'est pas au Zimbabwe. Là. Ce qu'il faut dire, c'est qu'après Guillaume Soro, après Ouattara, Guillaume Soro aura encore de la crédibilité auprès de son électorat se présenter que de faire des compromis avec celui qu'il présente comme un adversaire. C'est ce qu'on reproche aujourd'hui à l'UFDG. Donc, je veux dire, il faut faire très attention. Le jeu politique, parfois, qui aboutit à des compromis, sont de nature à vous-même vous tuer candidat auprès de vos militants que l'adversaire. Je veux dire que le combat que Guillaume Soro mène, il le mène pas pour que cette élection-là, il le mène pour aujourd'hui et peut-être pour les élections prochaines. Babo peut être celui qui peut être pressé parce que lui aussi il est rattrapé par le poids de l'âge, comme vous êtes en train de le décrire. Mais bon, la situation oblige, on lui refuse un passeport pour entrer en Côte d'Ivoire, etc. Donc lui, sa position est encore plus difficile. Mais Guillaume Soro, je pense qu'il a le temps d'armer absolument son fusil et prendre son temps, comme il le dit, on l'a pris en joue, et prendre en joue Alassane Ouattara, et peut-être dans 5 ans... ça peut passer. Vous êtes chez les GG. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Sur Espace TV, vous avez accès à cette émission, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Un peu plus tard, sous les coups de 10 heures, nous allons faire lecture de quelques messages pour votre plus grand bonheur. Voilà, allez, j'y arrive. Ils étaient au bord du gouffre et l'ordonnance prise hier par le président de la République sur la situation sanitaire y a précipité, il le dit ce matin, c'est en bas. En tout cas, c'est du moins ce qui ressort du discours fort et explicite, il faut le dire, des promoteurs de culture, bars et clubs de la République, il faut le dire, quand les premiers dénoncent un traitement discriminant donc des autorités guinéennes, les autres craignent au sortir de l'épidémie de devoir mettre la clé sous le paillasson. À l'arrivée donc, tous semblent plaider pour un assouplissement des restrictions prises par l'État guinéen pour endiguer donc la progression du virus maudit. Quel est leur cri de cœur? On essaie de comprendre ce matin, évidemment, dans notre émission Les Grandes Gueules. Maka Traoré, promoteur culturel, vous allez l'entendre ce matin. Billy Abba, tous les deux donc promoteurs culturels seront dans cette émission ce matin. Nous allons joindre aussi, si tout va bien, Valis Sako, il est le président des tenanciers de bar, évidemment, dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Ça ne fait pas qu'il est heureux, hein, mon cher Moussa. Je sais que t'es pas un octambule, mais bon, quoique, dans les motels et tout, ça tire la bouche, hein, mon cher ami, hein, mon cher Moussa Moussoula. Qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas, peut-être que je rêve ou je viens d'entendre motel. Non, oui, je dis dans les motels ça tire la bouche. Mais ça tire la mine, mais bon. Je demande ton avis, mon cher ami. Merci, d'accord. Mon Dieu. Moi, ce que je souhaiterais dire, mais vous savez. Mais c'est en bas en fait. C'est en bas le je comprends. C'est le motelliste. Ouais, c'est le motelliste. C'est le motelliste. Moi, ce que je souhaiterais dire, la mine. Oui. Puisqu'il faut ouvrir le bal sur ce sujet, j'aimerais quand même que les promoteurs culturels, les tenanciers des bars, les tenanciers des motels, puisque vous avez utilisé ce mot. Oui. Partout, tous ces motels qui existent, qui ont des inscriptions, des insignes qui n'en ont pas. Oui. Motel public, motel privé. Qu'ils puissent se lever. Il y a même des motels VIP. Hein. Exactement. Ta maman en a parlé une fois. Qu'ils se lèvent et qu'ils portent au très haut leurs revendications. Ce à quoi nous sommes en train d'assister, je pense que c'est un déni de réalité. C'est une évidence qui saute aux yeux, mais l'État est en train de passer complètement à côté. On utilise une crise sanitaire qui n'a absolument rien à voir avec la mesure qui a été prise hier pour dire que c'est prolongé. Je ne comprends pas, ça n'a pas de sens, il n'y a pas de logique. Je trouve que si ils veulent nous prouver qu'ils sont crédibles, ces promoteurs culturels, qu'ils nous fassent la part des choses aujourd'hui. Qu'ils nous prouvent que les miettes qui ont été distribuées la fois dernière par le ministère de la Culture. Miettes. Oui, il y a de l'argent qui a été distribué par les agences de spectacles qui avaient programmé des concerts et qui ont été annulés à cause de la Covid-19. Que ces miettes-là ne valent pas la vie de toutes ces personnes qui travaillent dans l'événementiel. Parce que dans l'événementiel, il n'y a pas que ceux qui sont en tête. Il y a tout le monde jusqu'à la sécurité. Alors ces gens-là, ils tirent le diable par la queue depuis des mois.
on les met complètement de côté alors que les regroupements se font partout, des milliers de personnes. Mais il y a même des concerts. Exactement. Je l'ai vu la semaine dernière du côté de Bokeh. Exactement. Voilà. Les tenanciers des bars, les motels, eux, ils ne parlent pas. Parce que là-bas, c'est le monde de la discrétion. Bah mais écoute, il faut qu'ils parlent. Non mais Lamine, mais là-bas aussi, c'est l'enfer. Les grandes gueules. Ils sont obligés de négocier souvent. Ah ben avec, voilà. Non, j'en sais un peu plus. Non, j'en sais parce que oui. je suis un enquêteur. Non, mais Lamine, je sais que t'es un enquêteur. Oui, mais je suis un enquêteur. Bah oui. Alors même dans les motels, il faut enquêter. Mais bien sûr, Moi, je trouve que ils sont obligés, certains, d'aller se lier d'accord avec certains commissariats, certaines gendarmeries pour dire le commissaire dit bon là-bas je couvre, mais faites rentrer discrètement. C'est pas normal, ils vont continuer clandestinement comme ça à vivre, c'est pas normal. Je trouve que l'État, cette décision, la décision d'hier, je la trouve complètement pas fondée. Et mais il y a quelques motels quand même qui fonctionnent, hein, mon cher Moussa. Non, pas officiellement. Si, pas officiellement, oui. Du côté il y a un motel à côté de Kofi Annan et tout ça. Ben, oui. Vous parlez des mots. Vous parlez des mots. Vous parlez des mots. Allez-y, Roby. Vous parlez de Kofi Annan. Vous parlez. Non, mais attendez. Les gars, calmez-vous. Vous parlez. Allez-y, Roby. Il a dit à côté de Kofi Annan. Donc, pas possible. Vous parlez des motels. Soyons un peu plus sérieux, les gars. Oui. Sauvons le soldat Lamine. Vous parlez des motels. Comment ça, sauvons le soldat Lamine? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à côté de Kofi Annan? C'est quel motel? C'est Moussa qui m'en a parlé. Ah bon? Ben oui. Voilà. Allez, les GG continuent sur ADFH. S'installe évidemment dans ce studio. On parle culture ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Continue à réagir. Maka Traoré qui s'installe dans ce studio évidemment, accompagné donc de Billy Abba. On parle culture encore une fois. Je le disais tantôt, ils étaient donc au bord du gouffre et l'ordonnance prise hier par le président de la République sur la situation sanitaire, il y a précipité, il faut le dire. C'est du moins en tout cas ce qui ressort du discours fort explicite des promoteurs de culture, bars et clubs de la République. Eh ben oui, on essaie de comprendre ce matin, quand les premiers dénoncent un traitement discriminant donc les autorités guinéennes, les autres craignent de sortir donc de l'épidémie, de devoir mettre la clé sous paillasson. On essaie de comprendre ce matin, qu'est-ce qui est prévu dans ce sens évidemment avec nous dans ce studio Maka Traoré, accompagné donc de Billy Abba dans ce studio. Bienvenue, bonjour Maka et bienvenue. Bonjour Lamine, merci de nous recevoir. Alors Maka, très intéressant de ce matin de parler de ce sujet parce que ça crie, mais ça crie sous-entendu, bien entendu. Je parle des promoteurs culturels et les tenanciers de bars qui arrêtent plus de pleurer depuis bientôt 6 mois, beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, le monde de la culture, touché par les mesures de restrictions prises par le président de la République, par le gouvernement, où en êtes-vous aujourd'hui concrètement ? Nous sommes fatigués, nous pensons que nous sommes lésés, nous pensons que c'est trop. On est en train de tuer une corporation. Nous sommes des pères de famille, il y a des jeunes aussi qui ne savent faire que ça. Aujourd'hui, depuis des mois, c'est des jeunes qui ne font rien. Mais ce qui est dommage, c'est que nous ne sommes même pas venus ici pour qu'on demande de reprendre le travail, mais nous sommes venus pour dire et demander de reprendre le travail légalement. Parce que nous travaillons. Ils font travailler les nôtres illégalement. Parce que quand on dit qu'il faut respecter les mesures par rapport à la Covid, mais quand on fait les campagnes, quand on reçoit les gens au palais du peuple partout, c'est les artistes qui jouent. La sono qui part, c'est notre instrument de travail. Toute la logistique qu'il y a, c'est nos instruments de travail. C'est notre corporation qui travaille là. Donc, s'ils nous parlent de crise sanitaire, ça veut dire qu'ils le font illégalement. On est venu donc demander qu'on nous respecte définitivement et puis qu'on nous laisse travailler. Nous sommes des gens très bien organisés. On n'est pas venu dire ici on va travailler comme eux ils le font. On va travailler en leur proposant même un mot pour leur dire voici comment nous voudrons travailler. Pour ça se fait ailleurs, hein? Oui, ça se fait ailleurs. Mais ça se fait ailleurs. Ça se fait à Bamako, ça se fait à Abidjan, mais ça se fait ici. D'ailleurs, ça se fait ailleurs. Avec légalement. Voilà. Est-ce que vous pourriez rappeler au gouvernement combien d'emplois vous créez par an dans ce pays?
Mais ils le savent. Non, mais rappelez-le à nos auditeurs. Non, ils le savent. Au-delà du travail direct que nous offrons aux artistes, que nous offrons aux gens qui font du backline et les gens qui font de la technique, toutes les autres économies corollaires, les femmes qui viennent vendre, qui nourrissent leur famille. Mais au-delà de ça, c'est un mauvais calcul en plus ils font. Nous savons tous quand il y a élection chez nous, les nerfs sont tendus, on sait ce qui se passe. C'est là où on a besoin de la culture. Et les artistes sont C'est là où on a besoin de la culture. Ouais. Pour tempérer, Ouais. pour faire rire, pour justement s'adresser au cœur. Mais c'est pas en ces moments-là qu'illégalement on nous tue. Bien, Billy Abba avec nous aussi. Bonjour Billy et bienvenue dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Est-ce que vous n'avez pas crié la victoire trop vite? Parce que moi, j'apprends qu'on vous a dédommagé il y a peut-être combien de mois, j'en sais rien du tout. Des mesures d'accompagnement. Voilà, des mesures d'accompagnement. Je crois qu'on a mis de l'argent à la disposition du ministère de la Culture qui a songé partager cela. Est-ce que c'était pas suffisant? Comme Moussa le disait tout à l'heure, c'était des miettes qu'on vous a données qui ne peuvent pas vous permettre de tenir longtemps. Bonjour Lamine, bonjour les GG, bonjour à tous ces millions d'auditeurs. Dédommager, c'est un peu fort comme mot. Dédommager. Okay. Mais j'apprends ce matin en fait. Donc, je sais dédommager. Non, à un moment donné, le ministère disait qu'ils avaient mis à leur disposition une subvention d'accompagnement. Ok. Et donc, on a été sollicité. À votre disposition, pas à leur disposition. À leur disposition, et nous, on devait aller là-bas. Ok. Donc, nous sommes allés, nous personnellement. Bon, je ne vais pas peut-être rentrer dans des histoires de sommes, mais c'est loin, encore loin de parler de dédommagement. Et est-ce qu'on peut même parler de dédommagement? Non, parce qu'il y avait les concerts qui étaient prévus. Non, pas de dédommagement, je crois. Mais au-delà, Lamine, au-delà des concerts, de quoi parlons-nous là? On parle de l'arrêt d'une corporation. Pas des métiers, d'une corporation. Qui renferme plusieurs métiers. Bien compris. Donc on ne peut pas parler de la question à savoir est-ce que quelque part l'État s'est dit on a donné un peu de blé et tout. Non, donc, non. Alors, comme c'est l'émission la plus suivie par l'État, j'en profite pour dire que non, pas du tout. On n'en est pas du tout là. Et ce qu'on demande aujourd'hui, c'est vraiment la reprise. Comment vivez-vous de nos activités depuis coronavirus, depuis l'arrivée de coronavirus chez nous? Comment vivez-vous? Je dirais que nous, à notre endroit, on se réinvente. Vous vous réinventez? On se réinvente. En faisant quoi? En s'adaptant, en créant d'autres choses et tout. Les employés, comment vous les payez et tout? C'est la croix et la bannière, c'est ce que je dis. On se réinvente. Suspendez les emplois? Non, pour l'instant. Excuse-moi, au-delà de la croix et la bannière, comme vous êtes là en train de vous plaindre, je peux comprendre, d'accord? Mais j'ai quand même, n'oubliez pas qu'on est dans une pandémie, quelque chose qui est grave. Quels sont, parce que je veux bien que vous veniez vous plaindre, et je le comprends, économiquement, ça doit être dur pour vous, mais quelles sont les mesures concrètes, puisque vous vous réinventez, c'est ce que vous nous dites, que vous avez proposé à votre ministère de tutelle pour qu'il favorise l'ouverture de nouveau des bars, de la culture, parce qu'effectivement c'est important. Mais je veux quand même que vous nous disiez les mesures concrètes, ou plutôt les propositions concrètes que vous avez faites à votre ministère de tutelle. Je me lance. Tu sais, on suit un programme. Depuis hier, quand justement on a fait la prorogation des mesures, on a travaillé toute la nuit. On a travaillé toute la nuit. Première phase, c'est de venir dire qu'on en a marre, qu'il faut le respecter. La seconde phase, comme je vous ai dit à l'entame, nous, on est en train de travailler sur les vraies mesures pour leur dire ouvrez-nous, permettez-nous de travailler. D'ailleurs, vous nous faites travailler illégalement et vous nous faites travailler mal. Ce que nous voyons dehors, c'est aucune mesure n'est prise. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Si vous nous laissez travailler parce que nous sommes des professionnels, voici les mesures qu'on va prendre. C'est simple. Les mesures sont simples. Vous voyez, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Il faut dire aux gens et être strict là-dessus que quand tu viens pour un concert, il faut avoir des bavettes. Première mesure. La seconde, c'est que partout où on fait des concerts, on est bien organisé pour mettre les mesures pour que les gens puissent se laver les mains et tout. Respecter les mesures barrières. Au Palais du Peuple, par exemple, on peut dire que c'est 1400, 1500 places. Que l'agence guinéenne de spectacle nous dise, parce que coronavirus encore avec nous, faites la moitié du palais. C'est-à-dire qu'on organise et puis qu'on dise pas de 1800 personnes, la moitié, et puis qu'on travaille en intelligence avec l'agence guinéenne de spectacle qui vient surveiller.
Et pour les autres grands événements, on leur dit, et à tout le monde, ça c'est ce qu'ils ne font pas. Nous, on va faire des campagnes de sensibilisation. On va communiquer sur 1, 2 ou 3 mois avant l'événement pour dire aux gens, n'accède à cet événement que c'est lui qui a sa bavette et c'est lui qui respecte les mesures. Oui, mais si vous avez... ça, c'est entre autres mesures qu'on a, si vous avez un événement, par exemple, organisé sur l'esplanade du Palais du Peuple, ou alors vous n'en ferez pas, comment comptez-vous quand même canaliser le nombre de foules qui peut être là et obliger les gens à porter les cache-nez? C'est compliqué comme mesure. Hein. Ben oui, c'est compliqué. Évidemment, comme le dit Maka, on est en train de travailler sur un document. Au Palais du Peuple, c'est plus facile qu'à l'extérieur. On est en train de travailler sur un document qui va être adressé aux autorités. Ouais. Et c'est pas dans ce studio qu'on va élaborer au détail près tout. Bah, non, après, ce qui est dommage, ce qui est vraiment dommage, c'est le fait qu'on se retrouve à le faire. Chaque fois qu'il y a un problème comme ça dans tous les domaines de ce pays, on revient sur la couche qui vient de la population. À un moment donné, c'est au gouvernement aussi, parce que cette corporation est représentée au sein du gouvernement, de dire, à partir du moment où ils peuvent dire que c'est interdit, il n'y a plus de manifestations culturelles, mais pendant 6 mois, il faut qu'ils se disent, il faut quand même que ça reprenne, ou bien on ferme le ministère de la Culture en même temps. S'il n'y a pas de culture, on ferme en même temps le ministère de la Culture. Parce qu'au-delà du pouvoir économique, quand même, on parle de culture, on parle de construction d'une nation. Absolument. Et après, quand même, parmi nous, on regorge des artistes, et parmi les artistes, il y a le président de la République. Je suis désolé, il vient de faire la dédicace de son livre, c'est un artiste. Oui, il a avec nous, une dédicace dans ce sens-là. Permettez-nous de travailler, quoi. Bien, mais qu'est-ce que vous faites de vos collègues? Évidemment, je parle des artistes parce que quand on programme un artiste, il y a forcément un manager. Oui, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Oui, mais parce que je ne peux pas comprendre que vous dites que vous ne travaillez pas, mais en même temps, on essaie d'appeler, je ne sais pas. Il y a des artistes qui vont se produire. Mais c'est normal. Ah bon? Mais oui, Lamine, c'est ce que nous demandons. C'est bizarre, on les fait travailler. Mais illégalement. Non, Lamine, ce n'est pas normal. Désolé. Non, c'est pas normal. Lamine, on n'est pas en train de dire. Lamine, non. Mais c'est pas normal. On tombe dans le même truc. C'est pas la faute du gouvernement, c'est la faute des artistes. C'est vraiment. Non, pas du tout d'accord. Lamine, le problème, il est. Le problème, il est où? On fait travailler, les gars. Vous voulez pas du travail? Non. C'est pas que des artistes vont travailler. Le problème, c'est qu'une corporation ne fonctionne plus. C'est ça le problème. Non, mais ça, on l'a bien compris. On n'est pas né de la dernière pluie, on a compris. Voilà. Attendez. Non, ce que Lamine essaie de vous dire, c'est que si vous dites par exemple, bon, c'est interdit, vous ne voulez pas que vos gars travaillent dans l'illégalité. Et ça, on l'a pas dit. Non, on a dit qu'on nous fait travailler dans l'illégalité. Et maintenant, nous voulons qu'on nous fasse travailler. Mais vous n'allez quand même pas dire que vous êtes pour l'illégalité. Jamais. Je crois que vous êtes pour l'illégalité. Non, ce qu'il dénonce, c'est le deux poids, deux mesures. Ah, mais voilà. Exactement. Est-ce que vous avez la possibilité de dire à vos artistes qui sont sollicités par les politiques, donc par le parlement, jamais. Non. Allez, on va s'écouter, les gars. Allez-y, Biliard. Au lieu de solliciter que nos artistes ne jouent pas, on va plutôt faire la même chose. On va jouer aussi. Ouais. Ah bon? Ah bah pourquoi pas? Non, mais on parle d'union en fait. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais on est unis, Lamine. Non, Maka, s'il te plaît, laisse-moi. Non, mais on est très unis. J'ai pas dit le contraire. En tout cas, ce qui vous montrez ce matin, c'est que vous n'êtes pas du tout unis. Ce qui vous montrez ce matin, dans le sens que si vous dites, ok, aucune production, c'est-à-dire aucun artiste ne doit partir se produire, soit à un meeting et tout ça, que ça soit respecté. Au moins, ils vont vous respecter. Je parle dans ce sens-là. Ah, ça, vous voulez nous amener à ça? Bien ça. Mais nous, on n'est pas venus pour ça. Parce qu'ils n'ont pas de musique. C'est différent. Nous, on n'est pas venus. Non. Autre question, Maka. On n'est pas venus. Non, il faut qu'on ait clair sur ce point. On n'est pas venu ici pour interdire quoi que ce soit. On est venu ici. Lamine, les gens qui travaillent, avec eux, justement, Lamine, on n'est pas vouloir d'une chose et son contraire. On est en train de dire que nous voulons que nos activités reprennent. Les gens qui partent travailler là, ils sont en activité, on les fait travailler. Vous ne comprenez justement, c'est qu'on est en train de dire, quand vous faites travailler les gens pour vos campagnes, pour tout ce que vous êtes en train de faire avec eux, permettez-nous autres également que vous n'appelez pas pour ces campagnes, qui peut-être ne veulent pas aller faire ces campagnes, de travailler. Et si vous interdisez, je veux dire, à ces artistes de ne pas aller? Non, on ne peut pas. Non, Lamine, attends. Non, on ne peut pas. Il peut bien vouloir, mais on ne veut même pas. Parce qu'il on ne veut pas. On ne peut pas. On n'est pas là. En termes de démarche, parce que là, c'est une dénonciation que vous faites ce matin et puis vous promettez de travailler sur un mémorandum. Qu'est-ce que vous avez déjà eu comme démarche en direction du ministère de la Culture et quelle a été la réponse du ministère de la Culture? C'est comme vous dites, nous, on a un plan de travail.
On a prévu de venir ici pour qu'on se fasse entendre. Parce qu'on sait quand on parle ici, on va se faire entendre. Oui. On est en train de dire que ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui, on n'est pas d'accord. On n'est pas en train de le respecter, on est en train de tuer une corporation. Mais la seconde phase, on travaille comme on l'a dit sur un mémo. Mais on est unis, on n'a jamais été autant unis. Tout le monde est d'accord. Si vous le dites. Artiste peintre, artiste chanteur, manager, opérateur culturel. On est tous d'accord qu'il faut parler et dire que stop, il faut nous respecter, il faut qu'on reprenne le travail. Bien. Lamine, on vient de dire aux sportifs qu'ils peuvent reprendre leur entraînement pour reprendre le championnat. Les gens partent à la mosquée. Ouais. Les gens partent dans les églises. Ouais. On part au marché. Partout en Guinée, les gens travaillent. On est la seule corporation qui ne travaille pas. Bien. Macron, on revient dans un instant. En direct ce matin, c'est Mohamed Tog qui veut s'exprimer. Les grandes gueules. Bonjour sur Radio Espace. Bonjour Guirassy, bonjour à tous les millions d'auditeurs d'Espace. Voilà, vous écoutez cette émission, vous suivez le débat évidemment avec Maka et Bilia dans ce studio. Vous voulez intervenir, qu'est-ce que vous avez à dire mon cher Tog? Bienvenue au grand frère Bilia et à Maka Traoré, à toute cette corporation artistique du monde culturel qui est lésée. Moi je pense qu'il faut dire les mots comme ils sont. Aujourd'hui, ce qui choque, c'est le fait qu'il y ait deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, aujourd'hui, le président de la République étant artiste, il ne peut pas faire son concert, c'est-à-dire sa dédicace, et que nous, qu'on ne peut pas faire notre spectacle d'humour, et que Baliozar ne peut pas faire leur spectacle de rap, et que Gianni ne peut pas aller au palais. Ça, c'est deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, comme l'a bien dit le grand frère Bilia, s'ils savent qu'il y a une partie de la culture qui est lésée, donc d'éliminer la culture. Ceci dit quoi? Aujourd'hui, vous avez dit aussi tout de suite quelque chose, que des artistes on est en train d'utiliser les artistes par les politiques. Moi, je suis dessus choqué. Aujourd'hui, nous les responsables de la BEL, nous les hommes de culture déjà, on doit faire comprendre aux artistes, les artistes ne doivent pas s'aligner autour des politiques. Les artistes doivent s'aligner autour de la population pour aider, apporter, parce qu'aujourd'hui, nous sommes les pompiers quand il y a problème, quand il y a eu Corona ici. C'est les artistes qui ont chanté, Maka a été l'une des premières personnes à apporter un projet ici sur Corona. Donc, qui à ce niveau, et ils continuent à faire leurs concerts, faire leurs mamaya, faire tout ce qu'ils veulent, et que nous, qu'on reste à la maison, depuis février, aucun opérateur culturel n'a travaillé. Et par ailleurs, aujourd'hui, nous avons besoin de ce public-là qui viendra dans nos concerts. Mais ce public-là, il faut qu'on pense à eux. Ce public-là a besoin qu'on diminue le transport. Il faut qu'on diminue le transport. Les gens en souffrent, les gens se plaignent toujours. C'est au-delà de nous, la corporation artistique. Tout le monde en souffre. Donc, il faut que l'État sorte de son deux poids, deux mesures habituelles. Voilà, Mohamed Tog ce matin en direct. Merci beaucoup en tout cas Tog pour ta contribution. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, mon cher Bilia? Peut-être quelque chose à rajouter parce qu'on est vraiment pris par le temps malheureusement. C'est ça le gros du problème. Allez-y. Vous l'avez écouté, notre ami Tog? Oui, mais je reste un peu sur la ligne qui nous a amenés ici. Ouais. Comme on n'a pas assez de temps, moi j'en profite pour dire que on ne peut pas réduire la culture à des commandes. C'est bien qu'on ait des commandes, mais on ne peut pas réduire la culture à des commandes parce que si on réduit la culture à des commandes, les artistes ne s'expriment plus. Ouais. Ils sont obligés de suivre un cahier de charges de celui qui lance la commande. Et une société qui regorge des artistes qui ne s'expriment plus, c'est la société la plus triste qui puisse exister. Ouais. On ne peut plus parler de liberté d'expression si les artistes ne s'expriment plus, s'ils sont réduits qu'à des commandes. Donc franchement, laissez-nous exercer notre métier, laissez-nous exprimer nos réflexions. On a passé plus de 6 mois de réflexion, c'est comme des résidences artistiques là. Ouais. Laissez-nous finalement, comment dirais-je, commencer à exercer. Ouais. Et ça, c'est sans parler du pouvoir économique, ça, j'ai pas besoin de trop m'étaler là-dessus. La culture regorge de combien de secteurs de métiers. On est quand même un secteur capable de comment dirais-je, de faire travailler des gens qui n'ont pas des bacs plus 5. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans ce pays. Peut-être que votre ministère devrait prendre le devant des choses et vous défendre un peu plus devant le gouvernement, ce qu'on fait d'autres ministères. C'est exactement ce qu'il doit faire, Roby. Merci de revenir. Pour une fois, on replace les responsabilités. Parce qu'à chaque fois, le problème, c'est la faute de la population, c'est la faute de la population. La population guinéenne souffre dans le pays là. Oui, c'est Roby, hein, on n'a pas assez de temps. Oui, c'est moi qui devais parler, non? Oui, merci, Lamine. Donc, je disais, pour une fois, comme tu le disais là, et il faut que les gens se détrompent, on est très bien organisé. Hier, il y a plus de 500 personnes, on a créé une plateforme. Voici, aujourd'hui, c'est la première action. Après ici, on se retrouve.
on va jusqu'à faire un sitting si on s'entend pas. Hier, les artistes ont voulu déjà aujourd'hui qu'on aille faire le sitting, on a dit on ne le fait pas. On va quand même se faire entendre de manière légale, contrairement à ce que les gens y font. Donc on va partir faire cette réunion, on va s'entendre sur des choses à dire, on va leur proposer notre mémorandum. Et si on s'entend pas, cette fois-ci... Vous faites un concert devant ces couturières? Toute une journée. Mais oui, hein. Je te jure, hein. Faites un concert là. Il y a de belles idées, Roby. Organisez un concert devant ces couturières. Devant la grande place publique. Il y a plus de 6 artistes qui ont dit pareil hier. Organisez 2 jours de concert. Mais pour le moment, on a envie de marcher comme ça. On a envie de... Je vous promets une chose, Maka, je vous promets une chose. Vous organisez un 2 jours de concert là-bas, ils vont lever. Vous organisez un sitting devant ces couturiers, je vous promets de jouer du piano avec vous là-bas. Du piano? Ouais. T'inquiète pas, pour le moment, on va venir, on va écrire une lettre, on va adresser au ministre de la Culture, on va le rencontrer pour lui dire justement ce que nous voulons. Et on n'est pas des ennemis, on est des collaborateurs. Il faut qu'on travaille maintenant à l'intelligence pour qu'on nous respecte dans ce pays parce que nous pensons qu'on n'est pas respecté. Et si c'est pas fait, on est vraiment engagé à ce qu'on nous laisse travailler parce que nous sommes des pères de famille, parce que c'est une corporation, comme l'a dit Bilia, qu'on est en train de tuer. Ouais, mais peut-être quelques astuces aussi à dire. Vous organisez un concert pour soutenir Alpha Condé. Tout de suite, vous allez avoir l'autorisation. Tu sais, Lamine, tu sais, Lamine, ce que la Bilia et moi, on a dit. Nous, c'est vrai. C'est-à-dire que même ce qu'ils font là, les organisations qu'ils font mal là, ils n'ont qu'à nous donner, on va les organiser pour eux. Ouais. Mais c'est vrai, ils n'ont qu'à faire un vrai budget. Moi, je suis prêt aujourd'hui que Saint-Loup dise ou Alpha Condé dise, allons avec les opérateurs culturels pour organiser nos campagnes, on va le faire parce qu'on est des professionnels. On le fera. Oui, c'est très 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 mal fait. Ouais. Ah oui, c'est médiocre. Oui, c'est vrai. Ça, la vérité. Merci beaucoup, Maka. Merci d'être passé dans ce studio. Merci d'avoir. Merci beaucoup, Lilia. Allez, merci à vous tous, mesdames et messieurs. On va revenir à 10h, évidemment, avec notre invité de parcours ce matin, qui n'est autre que Abessila, président de la NGR, évidemment. Bienvenue. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine, car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix.